Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Depuis le 11 mai, la France est donc entrée en déconfinement. Un déconfinement qui était aussi attendu que redouté, puisque selon un sondage, 6 Français sur 10 ne faisaient pas confiance à leur gouvernement pour le gérer correctement. Alors au final, les choses se sont-elles bien passées, comme la plupart des médias nous l'ont dit, ou les peurs des Français étaient-elles justifiées? L'État a-t-il joué son rôle correctement? Cette semaine, on revient ensemble sur le déconfinement pour essayer d'en tirer quelques leçons utiles pour l'avenir. Selon le dernier bilan de Santé publique France, il y a actuellement 46 clusters sur le territoire. 2 abattoirs sont au centre des inquiétudes, dont celui de Menay en Bretagne. 69 salariés testés positifs au Covid-19. Une cour de récréation déserte. À peine rouverte, 8 écoles de Roubaix ont dû fermer leurs portes. 4 membres du personnel d'un collège ont été contaminés par le coronavirus lors d'une journée de préparation à la rentrée. Ça va souvent venir de moments où les gens vont se rassembler. Et ça, on le sait. Donc, les réunions en entreprise, les grandes fêtes, les endroits clos où on va se retrouver, je pense que c'est vraiment des choses à éviter. On voit très bien que c'est à chaque fois ce genre d'événement qui fait qu'il y a un cluster qui renaît, qu'il y a quelque chose qui peut vraiment disséminer rapidement. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément? Nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents. Avril, c'est là où la doctrine commence à changer. Et vous avez vu que les scientifiques, et c'est leur droit, et même, j'allais vous dire, tant mieux, face à ce virus, ont changé plusieurs fois de recommandations et d'avis. Il y a aussi un autre truc qui mérite, c'est quand j'entends les politiques dire ah oui, les scientifiques ont changé de doctrine. Mais globalement, mettre un masque pour se protéger d'un virus respiratoire, ça fait presque un siècle qu'on le sait, quoi. Nom de Dieu. Pour ce département de Seine-Maritime qui a été déposé avec l'ensemble des maires qui voulaient la réouverture de leurs plages. Et puis depuis ce matin, 9h, eh bien, les habitants ont de nouveau accès à ces plages avec un respect assez strict des mesures sanitaires. Par exemple, ce sont des plages dynamiques, pas question de poser une serviette. Bonjour, c'est une plage dynamique, il faut que vous bougiez, il faut pas que vous restiez assise comme ça. Il faut bouger, parce qu'autrement, Madame la préfète, elle va refermer les plages. On finit de manger. Non. Allez, merci. Ce sont des images que presque tout le monde aura vues, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Des images de centaines de personnes entassées les unes sur les autres sur un quai de RER ou dans une rame de métro parisien le 11 mai dernier, à l'heure de pointe. Des images a priori banales si les gens dessus ne portaient pas tous un masque sur le visage et si elles n'avaient pas été prises le jour même où la France entrait dans sa phase de déconfinement. Un déconfinement nécessitant, pour éviter un retour en force de l'épidémie de Covid-19, le respect de consignes de sécurité et de distanciation physique particulièrement strictes. À 1000 lieues, donc, de la réalité observée sur le terrain. Bien sûr, face à de telles images, la réaction du ministre de la Santé, Olivier Véran, ne s'est pas fait attendre. C'est vraiment dommage, je vous dirai pas le contraire, c'est vraiment dommage, je vous dirai pas le contraire. C'est vraiment dommage. Des mots forts qui résument bien ce que l'on peut ressentir quand la vie et la santé de milliers de nos concitoyens sont potentiellement mises en danger. Pour autant, cette réaction ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur ce qui a pu rendre possible de telles situations, ne serait-ce que pour en tirer des leçons. Et si là-dessus, il serait tentant de fustiger l'irresponsabilité de ces usagers qui se précipitent dans le métro au premier déconfinement venu malgré les risques, ce serait passer à côté d'une bonne partie de la réalité. D'ailleurs, si les gens étaient totalement inconscients, pourquoi serait-il une immense majorité à porter des masques ? Alors oui, évidemment, le déconfinement a donné lieu à des scènes montrant que tout le monde n'a pas forcément pris l'exacte mesure des risques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et à ce titre, la communication de l'exécutif n'a d'ailleurs pas dû aider à prendre l'épidémie au sérieux, depuis le Premier ministre expliquant l'inutilité des masques, au ministre de l'Éducation nationale estimant plus dangereux de garder ses enfants à la maison que de les envoyer à l'école. Ce qu'a dit la Société de pédiatrie française et de nombreux pédiatres justement et scientifiques, c'est qu'il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école. Mais au-delà de cette question certes importante, il ne
Ne faut pas oublier que si beaucoup de monde a pris les transports en commun le 11 mai, et continue depuis de le faire chaque jour, à Paris comme ailleurs, ce n'est certainement pas par choix pour la plupart, mais bien par contrainte pour se rendre à leur travail. Et s'il n'est sans doute pas utile ici de rappeler en quoi il est compliqué pour un salarié par exemple de se soustraire à cette contrainte, en revanche il y a un acteur qui aurait pu agir sur cette question, afin de réguler le trafic et d'éviter les situations ingérables en heure de pointe. Et cet acteur, c'est l'État. On le sait, pendant le confinement, beaucoup d'entreprises avaient recours au télétravail, le travail à domicile de leurs salariés, au moins pour les emplois le permettant. Ce télétravail, l'État avait les moyens de contraindre les entreprises à continuer d'y avoir recours après le 11 mai. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une simple ordonnance aurait suffi. De même, l'État aurait été en mesure d'imposer la mise en place d'horaires de travail différés. Ces deux mesures toutes simples auraient permis de limiter le nombre d'utilisateurs des transports en commun et de désengorger ces derniers en heure de pointe. Et pourtant, l'État s'est refusé à prendre de telles mesures, se contentant de vagues recommandations que les entreprises restaient libres d'appliquer ou non. Quelles sont leurs obligations? On fait des guides par métier qu'on élabore avec les professionnels, avec l'avis des partenaires sociaux, pour savoir comment on fait les fameux gestes barrières, la distanciation physique. Il nous est demandé à tous de limiter les rassemblements à 10 personnes. C'est OK ce chiffre de 10 personnes ? Ça vous semble adapté ? Je pense que même 10 personnes, il faut éviter par exemple de faire trop de réunions dans les entreprises. Et si jamais on fait des réunions, je pense qu'il faut essayer de faire la réunion dans des conditions sécuritaires, c'est-à-dire port du masque, essayer d'avoir de la distance, et essayer que les réunions soient les plus courtes possibles aussi, parce que ça évolue avec le temps. Plus c'est long, plus on risque d'infecter beaucoup de gens s'il y a une personne qui est porteuse dans la réunion. Alors non, vous n'êtes pas obligé de fournir des masques à vos salariés. Non, alors les masques ne sont pas obligatoires dans le milieu de travail, sauf pour certains métiers où on ne peut pas faire la distanciation. Ailleurs, ça n'est pas nécessaire. Madame la ministre, c'est facultatif ailleurs. On fait des guides par métier. On a parfois tendance à l'oublier, mais une des vocations premières de la loi reste de protéger les citoyens de l'arbitraire. Or, en laissant à chaque entreprise la décision finale de fixer les règles de reprise du travail, l'État n'a fait, au final, que soumettre les salariés à l'arbitraire de leur hiérarchie. Le tout sur une question dépassant pourtant largement le seul cadre de la liberté individuelle, puisque touchant à la santé publique et donc à l'intérêt de la collectivité. Ce faisant, et sans même se poser la question des raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, l'État a exposé sa population à des risques inconsidérés. C'est une recommandation qui semble contredire le gouvernement. Cet après-midi, l'Académie de médecine préconise le port obligatoire du masque pour tous. La communication, notamment sur les règles de prévention pour la transmission du virus, n'ont pas été très bien comprises parce qu'elles n'ont pas été très bien expliquées. Il y a deux règles essentielles, c'est la distanciation physique et le port du masque. On a dit l'essentiel, c'est la distanciation physique, le port du masque, c'est une mesure complémentaire. Alors qu'il faut comprendre exactement le contraire. Le port du masque, c'est la mesure de base qui doit être permanente dès qu'on sort de chez soi, puisque la distanciation physique, on ne peut pas la respecter partout, à commencer par le métro, le bus ou dans certains magasins où on est obligé de se rapprocher les uns des autres. Alors c'est pas toujours ce qu'on entend de la part du gouvernement qui parle effectivement, qui met la distanciation sociale en 1 et le masque en 2. On n'est pas forcément à l'abri quand on porte un masque. C'est un complément. Ça peut l'être en population générale, en plus des gestes barrières. Si on portait ce message de tout le monde porte un masque, il y aurait un risque que les gens se croient à l'abri, protégés et n'appliquent plus les gestes barrières. Or, ce sont les gestes barrières qui préservent de la transmission du virus. Voilà, il faut faire le contraire. C'est un cafouillage de la communication qui a commencé dès le début et qui n'a jamais été réglé, on n'a jamais fait marche arrière clairement, humblement, en disant eh bien voilà, on s'est trompé, il fallait dire le contraire. Un jour en France, nous serons obligés de porter un masque. La réponse, elle est peut-être, Jean-Jacques Bourdin. C'est pas une réponse que vous aimez, je le sais. Et je le dis en toute humilité, la réponse est peut-être. La réponse est peut-être. Là-dessus est venu assez logiquement se greffer un autre problème, car quand l'État refuse de jouer son rôle, qu'il refuse de légiférer, c'est aux individus qu'il revient de pallier ces manquements. Or, ce n'est pas toujours complètement possible. Si on nous répète assez comme ça que les citoyens ne peuvent pas tout attendre de l'État, l'inverse est également vrai. Alors dans le cas présent, bien sûr, beaucoup de gens ont pris leurs précautions en s'équipant de masques, à leurs propres frais d'ailleurs.
Mais les masques ne règlent pas tout, et l'État le sait bien, puisque dans bien des domaines de la vie publique, le manque de règles strictes l'a amené à rédiger un certain nombre de protocoles de sécurité en demandant aux citoyens et aux collectivités de les respecter au maximum. Le problème étant que ces protocoles, destinés à pallier le manque de décision, se heurtent souvent à la réalité, soit parce qu'ils sont purement et simplement impossibles à mettre en œuvre, soit parce qu'ils donnent lieu à des situations absurdes. Et on citera ici en exemple, ou plutôt en contre-exemple, le protocole sanitaire lié à la réouverture des écoles. La réouverture des écoles, lors du déconfinement, c'était bien sûr un sujet d'inquiétude majeur pour les parents. Alors même que cette réouverture était déconseillée par le conseil scientifique mis en place par Emmanuel Macron lui-même, et que quasiment tous les pays autour de nous avaient jugé plus sage d'attendre septembre pour la mettre en œuvre, plutôt que de le faire maintenant dans des conditions de sécurité douteuses. Mais qu'à cela ne tienne, en France, le ministère de l'Éducation nationale a préparé un joli protocole prévoyant notamment un respect des distanciations sociales pour des enfants de maternelle, ou le bio-nettoyage régulier de toutes les salles de classe plusieurs fois par jour. Problème, les témoignages de municipalités pointant du doigt l'impossibilité matérielle à moyens humains constants de suivre ce protocole à la lettre se sont multipliés. Et même là où ça a été techniquement possible, cela a pu créer un profond malaise qui s'est largement exprimé lorsque nous avons été des millions à voir ces images d'enfants de maternelle placés à l'isolement dans des carrés tracés à la craie sur le sol. J'ai encore une fois la directrice à côté de moi parce qu'on vient de faire le direct ensemble et je la regarde et je lui demande très sincèrement, est-ce que je suis le seul à être mal à l'aise? Il y a un moment de silence et elle me répond que non, elle a mal au cœur, elle aussi, parce que le rôle de la maternelle quand on a 3 ans, quand ils ont 4 ans, c'est la socialisation, c'est être avec les autres. Et là, la mission de l'école maternelle n'est plus remplie. Avec ses adjoints et directeurs de service, le maire envisage tous les cas de figure. Je ne sais pas combien de fois par jour les enfants doivent se laver les mains, je crois que c'est 7 ou 8 fois. Toutes les heures à peu près. Toutes les heures. Un enfant fait du toboggan, on devrait théoriquement le nettoyer après chaque passage. Tout est écrit dans ce protocole sanitaire envoyé par le gouvernement. On ne doit pas parler quand même de continuité pédagogique parce que c'est pas possible d'enseigner en tout cas avec ces règles très restrictives que l'on doit appliquer aujourd'hui dans une classe. Je vous rappelle que le protocole sanitaire est digne en fait d'un protocole qu'on applique dans des cliniques. Une ambiance pesante règne dans la salle de classe. Il est très difficile pour eux de garder leur masque toute la journée en classe. C'est carrément une torture. On est sans arrêt en train de regarder. Ils ont du mal à parler, ils ont du mal à respirer. On voit bien que ça les fatigue. Ça, c'est évident. Parce que d'un point de vue purement technique, oui, il est possible de penser une organisation spatiale rationnelle du stockage d'enfants, comme on le ferait pour des cagettes de légumes ou du matériel de chantier. Mais de là à en saisir les vertus en matière d'éducation, ce qui, on le rappelle, demeure quand même la finalité première de l'école, c'est une autre question. Mais visiblement, quand l'État refuse d'assumer ses responsabilités, la dimension humaine peut vite se trouver reléguée au second plan. Chaque objet est nettoyé à la javel. En théorie, cela semble rassurant, mais c'est le quotidien avec les enfants qui inquiète. À l'entrée, les enfants vont arriver en pleurs pour les prendre dans les bras, je ne sais pas si je pourrais. Après, s'il faut les emmener aux toilettes, s'ils font pipi ou caca, je ne sais pas si je pourrais les changer. Je ne sais pas, je suis un peu stressée quand même. L'adjoint au maire de Vilaine-sur-Seine a l'idée de créer des écrans de protection dans les écoles. Après étude du projet, une entreprise spécialisée en Seine-Saint-Denis conçoit les premiers exemplaires. Qu'est-ce qui se passerait si on ne faisait pas ce qu'on est en train de faire ? Les enfants resteraient tous chez eux et les inégalités sociales continueraient à s'accroître. En particulier pour ceux qui peuvent difficilement suivre l'enseignement à distance. Alors déjà, si les élèves décrocheurs ne suivaient pas en distanciel, ils ne viendront pas non plus en présentiel, sachant que ça se fait sur la base du volontariat. Non, il s'agit simplement, on le voit bien, d'assurer une garderie. Il faut dire le nom. Donc, M. Blanquer parle effectivement d'élèves décrocheurs pour légitimer la présence des professeurs, mais il s'agit surtout d'assurer une garderie. Qu'on dise les mots, il y a aussi des professeurs volontaires pour assurer cette garderie, et on l'entend très bien, on le comprend parfaitement. Quand j'entends les professeurs qui ne vont pas aider Emmanuel Macron, le 11 mai, parce que les profs, ils ne vont pas l'aider. Dire qu'ils ne veulent pas rentrer parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Alors je vais me faire aussi pas des amis en disant ça, mais globalement les profs, il y a un moment, il faut y aller.
Alors bien sûr, ce refus de jouer son rôle en fixant des règles claires est loin de constituer le seul dysfonctionnement dont l'État a fait montre lors de ce déconfinement. Aux dernières nouvelles, il semblerait par exemple que les promesses faites, notamment en termes de nombre de tests disponibles par semaine, soient très loin d'avoir été remplies. Des résultats de tests qu'il faut attendre pendant plus d'un jour dans 45% des cas, trop long pour le président du syndicat MG France, le docteur Jacques Battistoni. Plus on a rapidement la réponse au test, plus rapidement on est capable de déclencher l'enquête et la recherche des sujets contacts. Question de temps, mais aussi de moyens pour le docteur Thomas Autier, gérant de plusieurs centaines de laboratoires. Il y a des laboratoires qui, pour différentes raisons, n'ont pas de réactifs parce que le fournisseur qu'ils ont choisi est en rupture de stock, n'ont pas d'écouvillons. Nous, on attend toujours une aide concrète du gouvernement pour nous trouver ces fameux réactifs. J'ai annoncé dimanche la politique de test pour notre pays à partir du 11 mai. J'ai dit que ce seront au minimum 500 000 tests réalisés par semaine. Au minimum 500 000 tests par semaine réalisés. Cherchez des pays qui sont capables aujourd'hui, dans les faits, de réaliser 500 000 tests par semaine. Vous verrez. 700 000 tests par semaine, sauf que visiblement, Victor Delande, il risque d'y avoir un peu de retard à l'allumage, car la France se retrouve avec un stock d'1 million d'écouvillons pas adaptés pour pratiquer ces tests biologiques. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la commande ou est-ce que la société chinoise n'a pas livré le bon matériel? Ce stock d'1 million de longs cotons-tiges pourrait tout simplement ne servir à rien. Et à un moment, il faudra bien faire un bilan complet des défaillances révélées par l'épidémie de Covid-19, sous peine que ceux qui nous vendent aujourd'hui la promesse d'un monde d'après meilleur continuent inlassablement de répéter les mêmes erreurs. Et cette question, celle des lois claires destinées à protéger les citoyens et à les soustraire au règne de l'arbitraire, elle se devra alors d'y figurer. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Nous, on tient à adresser un énorme merci à tous les tipeurs qui nous permettent de faire ce travail en cette période difficile. Entre les contraintes liées à l'épidémie et la maladie de Tatiana qui présente l'émission en temps normal, on a bien conscience de ne pas être aussi présent qu'on l'aimerait pour décrypter l'actualité avec vous. Dans ce contexte, on est super touché de pouvoir compter sur votre soutien, on reste présent et rassurez-vous, c'est pas un virus qui mettra fin au fil d'actu. Alors merci encore à vous, et si vous ne faites pas partie de la communauté des tipeurs, vous pouvez évidemment la rejoindre en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, d'ici là n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Salut, prenez soin de vous et à très vite.